bonjour, bienvenue pour cette émission, cette table ronde depuis le salon Rent à la porte de Versailles pour dévoiler les résultats du baromètre annuel Procivis Havas Interactive sur le logement et les Français. Alors c'est un baromètre qui existe depuis 2020 avec le soutien, il faut le dire quand même, de la Fondation Jean Jaurès. C'est un baromètre qui couvre l'ensemble des problématiques du logement, l'accès à la propriété, la rénovation bien sûr, mais aussi la maison, en fait les envies, les freins, les blocages pour acheter, pour vendre, pour louer, pour investir. Deux invités pour en parler. Jean-Daniel Lévy, qui est le directeur délégué pour Havas Interactive. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour. Et Yannick Borde, président du réseau coopératif Procivis. Bonjour Yannick. Bonjour. Alors on peut dire que, juste en termes de contexte, on a environ une demi-heure ensemble. L'an dernier, les résultats n'étaient pas très bons sur le baromètre. On parlait de résignation. Depuis, les indicateurs se sont dégradés sur tous les segments de marché. Le neuf, la production, les ventes, les permis de construire, les mises en chantier qui se tournent au ralenti. Le crédit, les conditions d'accès pour décrocher un prêt immobilier se sont durcies. Les leviers que sont les taux d'intérêt et les prix pour accéder à la propriété ou investir dans un bien se sont grippés. Les ressorts se sont fissurés. Les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté en l'espace d'un an. On est passé de 1 à 4% en moyenne. Les prix ont baissé, mais pas suffisamment. La baisse des prix ne compense pas la hausse des taux. Si l'on ajoute l'inflation, le manque de visibilité, la baisse du pouvoir d'achat immobilier, la crise de confiance, le contexte un petit peu anxiogène, on va dire aussi, avec certains événements, tous les éléments semblent réunis pour que l'attentisme perdure. Et puis il y a ceux qui ne veulent pas, qui reportent ou annulent leurs projets, et puis ceux qui ne peuvent pas. Les inégalités se creusent entre multipropriétaires et ceux qui restent au bord de la route en attendant une éclaircie économique ou un coup de pouce, un soutien financier. Voilà le contexte dans lequel s'inscrit ce baromètre Procivis Havas Interactive qui existe donc depuis 2020. Et je donne tout d'abord la parole à Jean-Daniel Lévy, directeur délégué donc à Havas Interactive, pour nous dévoiler ce baromètre. Et bien sûr, Yannick Borde interviendra. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Rapidement déjà, des résultats d'une enquête qui a été réalisée auprès de plus de 10 000 personnes. Je pense que c'est important de le rappeler, qui nous permet d'avoir des analyses qui sont fines et détaillées. Je ne vais peut-être pas évidemment vous donner tous les chiffres, et puis l'idée c'est qu'on arrive à se raconter l'histoire collectivement, sachant que l'ensemble de ces données sont évidemment présentes sur les différents réseaux sociaux et également sur les sites de Procivis et d'Harris Interactive. Premier aspect, est-ce que d'une manière globale, est-ce qu'on a le sentiment qu'il est plus facile ou plus difficile de devenir propriétaire de sa résidence principale aujourd'hui en 2023 par rapport à il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans? Vous le voyez de manière très nette auprès de l'ensemble des populations qu'on a été amené à interroger, la perception que c'est plus difficile, et plus on est âgé, plus on a la perception que cette difficulté s'est accrue au cours de la période récente. Alors qu'est-ce qui explique la raison pour laquelle il peut y avoir des formes de difficultés? Vous l'avez indiqué, la question des prix et la question du niveau actuel des taux d'emprunt immobilier. On dit souvent que les Français sont un peu nuls en économie. On dit souvent que les Français ne sont pas très attentifs à certaines données qui peuvent être émises. Et pour autant, vous le voyez, ce double aspect qui est la tension concernant le marché d'un côté et également les conditions de crédit aujourd'hui traverse l'ensemble de la population française à des niveaux qui sont à des niveaux très élevés. En dehors de cela, et en dépit de cette forme de difficulté, est-ce que c'est un objectif ou pas de devenir propriétaire de sa propriété, du lieu dans lequel on habite, notamment auprès des personnes qui sont non propriétaires. Et vous le voyez, c'est un objectif qui apparaît comme étant important pour 6 locataires sur 10. Et ça l'est d'autant plus qu'on est aujourd'hui jeune et qu'on s'insère dans la vie active. Vous le voyez de manière très nette. Plus de 8 personnes qui sont âgées de moins de 24 ans, 8 personnes sur 10 déclarent qu'elles souhaiteraient devenir propriétaires alors qu'elles sont aujourd'hui locataires. Alors qu'assez logiquement, quand on est habitué à vivre dans un parc locatif, on va y être beaucoup moins attentif, notamment lorsqu'on est âgé de 65 ans et plus. Si on souhaite d'une manière ou d'une autre réfléchir,
comment on compte utiliser en priorité de l'argent qu'on pourra avoir de côté. Est-ce que c'est à travers l'investissement dans un projet immobilier, par exemple? Est-ce que c'est en s'offrant de petites défenses ou est-ce que c'est en mettant de côté? C'est très clair. La France, notamment lorsqu'elle a peur, notamment lorsqu'elle est inquiète, a plutôt tendance à thésauriser qu'à dépenser, voire même à investir. Alors, juste Jean-Daniel, réaction Yannick Borde sur l'envie, en tout cas, déjà de devenir propriétaire, il y a toujours l'envie. Hein. Alors nous, c'est notre métier, effectivement, et c'est le positionnement du réseau Procivis de travailler sur l'accession à la propriété. Je voudrais d'abord, vous avez dressé un portrait, un tableau tellement noir au départ de tout le contexte, mais on est tous très optimistes quand même ici, parce que c'est ce qui nous rend optimistes, c'est que il y a à la fois le contexte, il y a la politique conduite, on y reviendra, mais quand on regarde les résultats de l'enquête, effectivement, on mesure que l'aspiration d'une grande partie de la population, ça reste quand même l'accession à la propriété et devenir propriétaire. Et donc, aujourd'hui, tout ce qui se pose comme question, au-delà de la crise très conjoncturelle, et je pense qu'elle est un peu plus profonde que conjoncturelle, en tout cas ce qui se passe en ce moment, c'est comment, à la fois les acteurs que nous sommes et puis les gouvernants qui accompagnent normalement la politique du logement, on inscrit nos actions dans la recherche quand même de plus en plus d'une satisfaction de cette aspiration. Je voudrais dire un petit mot sur les raisons qui nous conduisent aussi depuis 4 ans à travailler avec Harris. C'est que dans le secteur du logement, il y a une data qui est importante, mais qui est assez désordonnée. Je vais le dire comme ça pour être sympathique. Et donc, on est plus sur des ressentis que sur des vraies données. Et donc, quand on était sorti du premier confinement, on allait annoncer des exodes ruraux, des exodes dans tous les sens, etc. Et nous, on sentait ça, mais peut-être plus comme un à-coup que comme quelque chose de durable. Et donc, on s'est dit, à partir de 2020, eh bien, plutôt que d'avoir un ressenti, on va le mesurer. Et c'est ce qu'on fait tous les ans depuis 4 ans, avec des questions qui bougent un peu suivant les années. Et cette année, compte tenu notamment de ce qui est annoncé à la fois par le contexte économique, logement, mais également par des orientations voulues notamment par le gouvernement ou les gouvernements en place depuis quelque temps, on a voulu mesurer comment chacun se comportait et attendait cette relation à l'accession. Je voudrais insister sur une chose, c'est qu'aujourd'hui, ça reste un rêve ou un désir pour des raisons très diverses, mais il y en a une qui peut-être va commencer à poindre un peu plus, c'est que quand vous êtes un retraité aujourd'hui, vous n'avez pas la même vie et la capacité de pouvoir d'achat, notamment si vous avez fait un effort pendant votre vie précédente à payer une maison et être propriétaire et qui est payée au moment de la retraite, ou si au moment de votre retraite, vous devez supporter tous les mois 600 ou 700 euros de loyer. Mais être propriétaire a du sens et reste un objectif, notamment chez les plus jeunes. C'est ce que l'on voit, alors qu'on pouvait penser sur les usages, et finalement, ça reste un objectif important. Oui, ça reste un objectif important. Les jeunes sont des citoyens comme les autres. Bien sûr, et oui. ils attendent à avoir une forme de sécurité et d'une manière ou d'une autre aussi avoir la possibilité de pouvoir être complètement maître chez soi. Donc dans ce contexte-là, on voyait à travers le tableau précédent une aspiration à pouvoir être propriétaire lorsqu'on est aujourd'hui locataire et qu'on est jeune. Et on le voit bien même à travers les résultats de cette donnée. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, si on devait choisir en matière de type d'investissement immobilier, la préférence, ce n'est pas une préférence en matière de spéculation. La préférence, c'est une préférence en matière de capacité à pouvoir acheter sa résidence principale. Et on sait en fait que globalement, il y a un attachement à la pierre dans la société française qui existe et qui n'est pas un attachement qui va toucher uniquement les anciennes générations, mais également les plus jeunes générations, comme on le voit à travers ces différentes données. Et parfois, on pourrait considérer justement qu'il y aurait des formes de contraintes ou d'inconvénients à pouvoir être propriétaire de sa résidence principale. Malgré tout, le schéma est un schéma extrêmement clair aux yeux de nos compatriotes. 8 sur 10 disent, dans la balance, il y a quand même beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Et même les jeunes générations sont également sur cette forme de ligne-là de perception. D'une manière ou d'une autre, lorsqu'on les interroge également sur des aspects auxquels ils sont prêts et des pas qu'ils sont prêts à faire, l'idée de devenir propriétaire du bien qu'on loue en déduisant les loyers déjà payés du prix d'achat constitue un des aspects auxquels les Français sont prêts. En revanche, les autres aspects, et vous y faisiez référence tout à l'heure, qui ont été présentés peut-être parfois un peu hâtivement à l'issue de la période Covid comme étant nouvelles modalités de vie, changements fondamentaux, etc., sont
présents certainement, marginaux assurément. Et on le voit bien que l'idée de pouvoir vivre en colocation, l'idée de pouvoir acheter un bien en viager ou l'idée de pouvoir être propriétaire des murs de son logement et pas du terrain restent encore des notions qui sont des notions qui n'ont pas traversé la population que nous avons été amenés à interroger. On parle beaucoup également de la question du logement idéal. Est-ce qu'on a un pré- et post-Covid? La réponse est non. D'une manière globale, l'aspiration reste encore et toujours à pouvoir avoir une maison de type individuel, voire de type pavillon. Et là encore, avec des césures qui sont des césures relativement faibles selon la génération, voire même selon le type d'habitat que l'on peut avoir. Yannick Borde, la maison qui reste l'idéal pour 3 Français sur 4. Commentaire. Alors c'est le sujet, parce que depuis quelques années, effectivement, le discours politique, c'est quand même de stigmatiser un peu la maison, alors qui a eu ses travers, hein, quand on a étalé de façon abusive les villes, quand on a consommé du foncier de façon importante. Je pense qu'aujourd'hui, toute la profession est d'accord pour dire qu'on ne peut plus continuer à ce rythme-là et sous cette forme-là. Maintenant, ça reste une aspiration forte, comme celle de devenir propriétaire, et quand on veut devenir propriétaire principalement en maison individuelle, il y a des territoires très marqués, hein. Moi, je préside les réseaux Procivisme et je dirige un groupe qui est basé dans la région ouest, en Pays de la Loire. On est sur une terre, nous, d'accession sociale, d'accession à la propriété en maison individuelle. Maintenant, l'accession à la propriété qu'on fait aujourd'hui en maison individuelle sur ces territoires-là, elle n'a plus rien à voir avec celle qu'on faisait il y a 5 et 10 ans encore moins, mais même 5 ans. On consomme beaucoup moins d'espace, on est beaucoup plus dense. On a de nouvelles formes urbaines qui apparaissent. Alors nous, opérateurs, on est assez acteurs sur ce champ-là. Nos partenaires collectivités locales, et notamment ceux qui délivrent les permis, pourraient l'être. Ils sont parfois un peu freinés par les réticences de la population qui voit souvent freinés, qui voit dans la densification quelque chose d'assez horrible. Alors je pense qu'on a commis, il y a eu des erreurs de langage à un moment donné sur ce thème-là, parce que la densification, elle va pas s'appréhender de la même façon qu'on soit dans une très grande métropole, dans une ville moyenne, voire en zone rurale. Par contre, dans tous les domaines, il faut aujourd'hui faire des efforts. Il y a la loi climat résilience avec ses obligations de zéro artificialisation nette qui sont devant nous et auxquelles nous on est assez favorable. Maintenant, les chemins pour y aller peuvent être un petit peu différents, mais on est sur cet angle-là. Et ce qui nous interroge beaucoup et ce qui nous interpelle, c'est qu'on a en face de nous une politique publique qui est à l'envers. Alors on ne dit pas qu'il faut tous être propriétaires, hein, quand on dit que c'est pas ça le but, hein, on n'est pas en train de dire qu'il faut une France de 100% de propriétaires. Il faut tout simplement que dans cette chaîne du logement, les classes moyennes, qui sont celles qui sont les plus malmenées depuis quelque temps et qui ont perdu beaucoup de capacité de pouvoir d'achat à plusieurs étapes, hein, quand on a supprimé l'APL accession, quand on rabote le prêt à taux zéro, quand les taux d'intérêt augmentent, bah, effectivement la chaîne elle est complètement grippée, et le fait que cette classe moyenne ait de plus en plus de mal à accéder à la propriété, eh bien, interagit sur l'ensemble de la population pour trouver un logement adapté à sa situation. Mais Yannick, que le prêt à taux zéro justement ne prenne plus en compte la maison individuelle, c'est quelque chose que vous regrettez, vous l'acceptez, c'est quelque chose qu'on combat. Alors je ne sais pas si on devrait dire qu'on a combattu, si le combat est perdu, ou si ça peut encore se combattre. Ce qui est dramatique dans le sujet, c'est que à l'heure où on se parle, aujourd'hui, le prêt à taux zéro, il est sur 35 000 communes, différemment, avec des valeurs, des montants d'emprunt, des conditions de différé d'amortissement qui peuvent être variables, suivant que vous êtes, dans notre jargon, dans les zones C, B2, B1 ou A. On nous dit qu'il coûte cher. Il coûtait pas très cher par le passé, certes, parce que les taux étaient bas. Donc il y avait une compensation qui était relativement faible. Il faut quand même avoir à l'esprit que l'État mettait au budget à pratiquement 1,2 milliard tous les ans sur le prêt à taux zéro et qu'il en consommait moins de 700 millions tous les ans. Hein. Ça lui coûtait moins de 700 millions tous les ans. Et puis avec l'augmentation des taux, là, il prend son véritable effet de levier. Et à ce moment-là, l'État décide de le casser, considérant qu'il n'a pas montré son effet, ce qu'on combat complètement et ce qu'on condamne complètement, on est absolument en désaccord avec ça, considérant aussi qu'il va coûter plus cher à l'État. Ça c'est vrai, puisqu'on compense l'écart de taux. Donc nous on a fait des propositions, il y avait eu une proposition dans le CNR qui avait été balayée et qu'on ressort aujourd'hui, qui est de dire dites-nous quelle est l'enveloppe budgétaire, est-ce que c'est 700-800 millions que vous avez mis sur la table tous les ans, vous êtes capable de les remettre? C'est quoi? C'est 2 points de bonification? Allons-y, on fait plus un prêt à taux zéro, on fait un prêt d'accession qui garde les mêmes modalités, notamment de différé, parce que c'est ça qui est important dans la solvabilisation des clients, et puis bonifier les 2 points. Mais un prêt à taux zéro raboté au 1er janvier,
exclusivement sur les zones B1 et A. Et Les pour le marchés collectif. Ouais. dits détendus et exclusivement sur le collectif. Demain, ça devient peau de chagrin en matière de production et ça casse complètement la dynamique de l'accession sociale qui était la première malmenée, malmenée depuis maintenant une année, quoi. Très bien. Jean-Daniel Lévy, pour poursuivre, ou peut-être compléter ce qu'a dit Yannick Borde, ou pour poursuivre. Dans la droite ligne, l'idée en fait d'avoir accès non seulement à une maison plutôt qu'à un appartement, voire même dans une césure entre acheter dans l'ancien ou acheter dans le neuf, on peut voir en fait qu'on a aujourd'hui près d'un Français sur deux qui déclare que si jamais il devait choisir, quel que soit le type de logement dans lequel il pourrait être amené à habiter, ça serait plutôt dans le neuf que dans l'ancien. On peut également se demander, pour revenir justement sur ce que disait Yannick tout à l'heure, sur la perception qu'il y aurait une évolution massive des types de lieux dans lesquels on pourrait être amené à habiter d'un point de vue géographique. Globalement, lorsqu'on interroge nos compatriotes, on peut voir en fait qu'on a une stabilité qui reste malgré tout extrêmement importante et que si jamais il y a des évolutions, ces évolutions en termes de type, de taille de commune dans lesquelles on peut être amené à habiter sont des évolutions qu'on pouvait déjà voir et anticiper avant même la période Covid. La période Covid a plutôt été une forme de léger accélérateur que de rupture manifeste entre ce que l'on pouvait connaître par le passé. Mais un accélérateur aussi dans les têtes. La perception du logement aussi a changé. Et puis c'est long aussi de vouloir déménager, de changer de région. Il y a aussi, il faut se mettre d'accord en couple. Absolument. Il y a aussi les enfants à scolariser. Tout ça prend du temps. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Absolument. Et c'est une transition parfaite par rapport à la question précédente, enfin la question qu'on vient de poser, à savoir, on a aujourd'hui un tiers des Français qui déclarent oui, j'aimerais déménager. Alors après, ça reste le rêve, ça reste l'hypothèse, ça reste la discussion. On sait qu'il y a également des éléments de contrainte qu'on avait pu évoquer et puis également des types de changements de vie. Mais en tout cas, l'idée de se dire qu'on serait face à un peuple casanier qui refuserait absolument le changement, ça n'est pas le cas d'un point de vue général, ça n'est pas forcément le cas d'un point de vue global. Et même s'il y a les difficultés qu'on avait évoquées tout à l'heure, qui sont des difficultés objectives sur le prix et sur les taux, on consulte, on regarde. On a aujourd'hui un Français sur deux qui déclare « oui, j'ai déjà été amené récemment à consulter des annonces immobilières. Oui, j'ai déjà visité un bien immobilier. Oui, j'ai déjà pris contact avec des personnes ou des agences qui vendent un bien immobilier, voire même pris des renseignements pour un crédit ou encore effectué une simulation de crédit. » Donc ça ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir un passage à l'acte, mais que dans les têtes globalement, ça existe et c'est présent. Et il y a cette aspiration. On parle du rêve et le fait de pouvoir déménager, le fait de pouvoir changer de logement fait partie du rêve de la part de nos compatriotes. Pour autant, entre le rêve et la réalité, il y a des difficultés auxquelles on est confronté. On est déjà, quand on est face à des personnes, 40% de la population qui déclarent que dans le cadre de leur recherche d'achat immobilier, elles ont dû choisir des surfaces de logement plus petites que celles qu'elles envisageaient, notamment au regard des prix, ou alors qu'elles ont dû envisager des lieux ou des quartiers qu'elles n'envisageaient pas forcément, ou alors qu'elles ont complètement renoncé à par exemple, effectuer une demande de crédit au regard justement de l'image globale et de la perception qu'on peut avoir. Tout ceci s'explique avec un chiffre très clair. 8 Français sur 10 déclarent qu'ils trouvent la part de leur budget consacré au logement de manière importante. Et ce baromètre a ceci d'utile, qu'il permet de voir des éléments de stabilité, mais également des évolutions. 10 points d'évolution en 4 ans autour de la perception du poids de la dépense mensuelle concernant son logement, qu'on soit locataire, qu'on soit propriétaire, qu'on habite en région parisienne ou qu'on habite en province. Donc c'est une évolution qui est une évolution massive. On parle beaucoup dans les débats publics de la question de l'inflation. On parle beaucoup de la question du pouvoir d'achat. On parle peut-être pas beaucoup d'un vrai sujet de préoccupation des Français. C'est la part mensuelle consacrée à son logement. Yannick Borde, réaction. Alors bien évidemment, ça c'est un sujet que l'on suit tous les ans depuis 4 ans avec ce baromètre parce que c'est quand même l'indicateur majeur. C'est un indicateur qui prend des points
pour plein de raisons. La première, c'est que la crise énergétique, alors dans le coût global du logement, il y a la charge de loyer ou la charge d'emprunt, suivant qu'on est en accession locative, mais il y a tous les coûts induits, notamment liés à l'énergie. Donc on a vu quelques flambées quand même, quelques croissances importantes et inflation importante ces derniers temps sur ce sujet-là. Donc ça c'est un élément essentiel pour notre profession, parce que ça nous ramène après à la question de la performance énergétique des logements, qui va être le sujet, enfin qui est déjà le sujet d'aujourd'hui, j'allais dire de demain, mais qui est déjà le sujet d'aujourd'hui. Et c'est vrai que la croissance des taux d'intérêt pour ceux qui passent en mode accession, c'est quasiment 20-25% de perte de pouvoir d'investissement immobilier, avec des taux qui sont passés, comme vous l'avez dit Olivier, de 1 à 4,5 voire 5 aujourd'hui. Qui pour l'instant se stabilise. Après, c'est vrai qu'on a une offre bancaire aujourd'hui, je l'ai dit à plusieurs reprises, je peux le dire ici, mais qui s'adapte assez mal pour l'instant au contexte actuel. On a les limites au Conseil de la stabilité financière qui sont une espèce de prétexte, parfois j'ai l'impression, à ne pas faire. Je pense qu'on a un contexte de bilan des banques qui fait que pour l'instant, il vaut mieux ne pas trop prêter, parce qu'il faut rétablir l'écart entre le passif et l'actif sur la situation des taux d'intérêt. Voilà, donc on a un moment de recalage de tout ça qui est un peu compliqué. Et il y a d'autres notions qu'il va falloir qu'on affine. Ce qui est certain, même s'il y a toujours des réfractaires en France à nous dire qu'il n'y a peut-être pas besoin de construire, c'est qu'on est quand même aujourd'hui, très grande majorité à se dire il faut construire dans ce pays pour faire. Moi, j'ai une autre casquette, c'est une casquette d'élu local. Sur la commune dont je suis élu, on sait qu'il faut entre 40 et 50 logements par an pour maintenir, c'est une population de 8000 habitants, pour maintenir la population compte tenu de la décohabitation, d'allongement de la durée de vie, etc. Donc on a besoin de construire dans ce pays. Donc ça, c'est quelque chose qui, dans le contexte actuel, malgré la conjoncture très difficile du moment, nous laisse beaucoup d'espoir, mais nous amène aussi à nous reposer la question sur la façon dont il va falloir travailler demain, dont il va falloir produire demain, quel type de logement, à quel endroit va être essentiel aussi, parce que le contexte actuel nous fait reconnecter emploi et logement, qui avait peut-être été, alors pas déconnecté, parce que c'était toujours vrai, mais on le mettait un petit peu moins comme étant très lié. Et donc on a tout un tas d'événements comme ça qui viennent un peu percuter, et un État qui en face ne répond pas au contexte du moment. Donc à nous de voir si on est capable de nous en emparer sans lui, quoi. Mais ça veut dire aussi une meilleure répartition dans les territoires. Alors nous on a une lecture, c'est que d'abord on est réfractaire au zonage qui existe. On souhaite qu'il soit complètement revu et repensé en matière de logique. Et puis en fin de compte, on se dit mais qu'est-ce qui manque finalement dans le pays ? Ce qui manque dans le pays, c'est une politique d'aménagement du territoire. C'est-à-dire, on est en train de nous reparler d'industrialisation ou de réindustrialisation. Ok, mais si on réindustrialise sans savoir ce qu'on fait venir comme salariés, sans savoir comment ces salariés vont se loger, comment ils vont se transporter, comment les enfants de ces salariés vont étudier, bah, je pense qu'on va pas y arriver, quoi. En tout cas, on pourra implanter des entreprises, mais elles auront du mal à faire tourner leurs usines et à trouver les salariés de façon durable. Donc c'est peut-être plus une politique d'aménagement du territoire qui manque qu'une politique du logement stricto sensu. Et puis produire du logement qui soit à la fois durable et abordable, hein. Réinventer les modèles de construction, réhabilitation, mieux utiliser l'existant, quand on sait que 70% d'une ville est constituée de logements, que 80% des logements de 2050 existent déjà, mais qui ne sont pas tous en bon état, qu'il faut les rénover. On parle beaucoup, on met le cap sur la rénovation énergétique. Mieux utiliser l'existant aussi, c'est important. Peut-être aussi à certains de faire leur autocritique sur la façon dont pendant des décennies on a construit. Oui, je crois qu'il ne faut pas opposer construction neuve et réhabilitation ou rénovation. Les deux sont essentiels. Ouais. Et de toute façon, si on ne flèche que sur l'un, on ne règle pas le problème. Donc, il faut trouver une bonne carburation sur la construction neuve. Et puis, il faut continuer. Autant je critique ce qui a été fait depuis une petite dizaine d'années en matière de politique de logement sur la construction neuve, autant je reconnais l'inflexion importante qui a été donnée sur le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, avec le renforcement de l'ANA, MaPrimeRénov', demain MaPrimeAdapt'. Il y a plein de corrections à faire peut-être pour simplifier et fluidifier tout ça, mais en tout cas, c'est une vraie impulsion sur le parc existant. Alors, ça vient se télescoper avec la loi climat-résilience, les étiquettes énergétiques et les échéances. Donc faisons attention. Je pense qu'on est tous d'accord au point qu'il faut atteindre. On n'est peut-être pas tous complètement d'accord sur le chemin pour y parvenir. Et puis il faut aussi se rendre à l'évidence. Il y a un ancien Premier ministre qui a fait une déclaration dans ce sens-là il y a quelques jours, que cette loi, elle a été imaginée dans un contexte macro qui était celui de 2018-19 voté en 2021, qui n'est pas tout à fait celui qu'on a aujourd'hui. Donc peut-être qu'il va falloir trouver quelques petits éléments de détente pour faire en sorte que
je crois on discutait avec Jean-Daniel tout à l'heure, le mur, c'est à quelle vitesse on se le prend, quoi. Soit on se le prend violemment, soit on se le prend et on arrive à l'enjamber. Jean-Daniel, pour poursuivre sur le baromètre. On en parlait tout à l'heure. La question en fait de la dépense mensuelle, elle correspond évidemment au remboursement des prêts ou éventuellement à la question en fait du paiement du loyer. Et pour autant, est-ce que on sait qu'il y a une dimension de dépenses, notamment liée aux aspects énergétiques. Est-ce qu'on pense qu'on peut optimiser? La réponse est oui, nous disent les Français. Et d'ailleurs, ils disent que ce qui leur apparaît comme étant extrêmement important, c'est le fait de pouvoir disposer d'une bonne isolation thermique, d'une bonne humidité, d'une bonne isolation phonique, évidemment, parce qu'aujourd'hui c'est un indispensable d'un accès à Internet, et puis également de dimension spatiale. Mais en fait, on voit bien que la dimension d'isolation thermique arrive en première position, pas uniquement en matière de confort, mais en matière de capacité à pouvoir éviter d'avoir des dépenses énergétiques qui apparaissent comme étant trop importantes. Alors, est-ce que la classe énergétique apparaît comme étant un critère important ou pas dans son choix? Il y a la déclaration et il y a la réalité. Alors, on va nous dire, oui, évidemment, c'est important. 9 Français sur 10 le disent d'une manière globale pour l'acheter pour soi-même. La même proportion quasiment si on devait acheter un logement pour le mettre en location. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, quand on a déjà soit fait des travaux ou souhaité en faire, ils sont sensibles aux différents dispositifs que vous avez évoqués tout à l'heure? La réponse est oui. Et on sait qu'on voit bien la tension budgétaire et que donc dans ce contexte-là, ça entraîne une attention particulière. Et ce d'autant plus qu'on voit bien, on a en gros un Français sur 2 qui déclare qu'ils vont devoir faire des travaux de rénovation dans le cadre de leur propriété qu'ils louent. Et surtout, un Français sur 2 propriétaires bailleurs déclarent qu'ils anticipent qu'ils vont devoir retirer un logement de la location. Une personne sur 2 qui à l'heure actuelle dit, au regard des nouveaux enjeux et des nouvelles contraintes réglementaires, je ne suis pas persuadé de pouvoir maintenir en l'espace dans l'espace locatif le logement que j'ai mis aujourd'hui à la disposition. Donc on voit bien la question du mur qui se présente effectivement. On verra si ça se confirme complètement, mais en tout cas, une inquiétude manifeste de la part des propriétaires et des propriétaires bailleurs. Alors, la plupart ont été amenés à pouvoir réaliser des travaux, avec, qui plus est, un point qui est un point que je trouve intéressant, c'est quand on interroge les locataires, ils disent, si jamais il y avait des travaux qui étaient entrepris chez moi, je serais prêt à pouvoir voir le taux de mon loyer augmenter. Alors, augmenter un peu, mais en tout cas, l'idée de se dire, si c'est un investissement de long terme, si en plus il y a la petite conscience écologique et environnementale que je peux avoir, dans ce contexte-là, je suis prêt à pouvoir payer un peu plus, pas beaucoup plus, mais un peu plus, et en se disant qu'on peut également éviter que ces dépenses soient des dépenses qui soient consacrées à une partie énergétique. Très bien. Dernier point peut-être. Dernier point, bien sûr, Jean-Daniel. Les Français ont affirmé que la classe énergétique était extrêmement importante pour eux. On leur a demandé, c'est peut-être pas très sympa, quelle était la classe énergétique du logement dans lequel ils sont à l'heure actuelle. Ils se trompent royalement. Ah bon. Et globalement, ils ont tendance à considérer, d'un point de vue global, qu'ils ont une classe énergétique qui est bien supérieure à celle qui est la réalité de ce qui existe aujourd'hui dans la société française. Donc il y a là aussi une forme de double mur qui peut se présenter. Le premier mur, c'est ce qui est anticipé aujourd'hui de la part des propriétaires bailleurs qui savent ou qui ont conscience des enjeux qui les guettent. Mais il y a également une part importante qui doit surestimer la classe énergétique des logements qu'ils ont à la disposition et ils risquent probablement d'avoir prochainement une mauvaise, voire une très mauvaise surprise. Bon, Yannick Borde, sur ces enjeux de rénovation énergétique, il y a beaucoup de choses qu'a évoqué Jean-Daniel à travers ce baromètre, justement. Alors, il y a l'aspect calendrier, il y a l'aspect travaux. Qu'est-ce que vous retenez d'essentiel? Alors, d'abord, je pense que ce qu'il faut dire sur la rénovation énergétique, c'est qu'il faut y aller. Il n'est pas question de se dire... On n'a pas le choix, c'est le sens de l'histoire. C'est le sens, et puis si on veut que ces logements qui sont sous-performants, ou en tout cas qui peuvent apparaître comme étant sous-performants sur le plan énergétique, restent avec cette image-là, à un moment donné, mécaniquement, ils sortiront du marché, et ça c'est dramatique par rapport aux besoins de logement qui existent sur le territoire. Donc il faut vraiment y aller. Il y a eu des échéances de mise, je pense qu'elles seront assez difficiles à tenir.
On en discute très souvent avec... Janvier 2025, Oui, donc alors, tous les biens classés G, en fait, 2028 pour ne les pourront F, plus être en location Voilà. pour la première location au moment de la relocation. C'est important Voilà. quand même d'avoir ça en tête. ouais. Donc, qu'est-ce qu'on risque de voir? Soit on risque de voir des choses se détourner, c'est-à-dire quelqu'un qui va sortir éventuellement son bien d'un mandat à une agence immobilière pour le louer en direct et peut-être prendre le risque de louer, ou alors des biens qui vont venir sur le marché de la vente et qui vont sortir du marché locatif. Donc attention, ou qui vont carrément sortir, qui vont devenir peut-être des biens vacants, ou voilà. Donc ça serait quand même pas nécessairement... Mais Yannick, quand même une question économiquement. On parle aussi beaucoup du reste à charge. Oui, Passer j'allais d'une dire, ouais. classe F, d'une classe Tout à fait. G à une classe F, on a calculé qu'en moyenne, il y en avait pour 40 000 euros. Évidemment, c'est une moyenne. Tout le monde n'a pas les moyens, même s'il y a les aides, même s'il y a MaPrimeRénov', ça représente quand même beaucoup d'argent. Est-ce que les gens peuvent économiquement, la plupart suivent, je parle évidemment, je pense, les ménages modestes. Alors je pense qu'il y a plusieurs règles qu'il va falloir s'imposer et quelques messages qu'il va falloir clarifier. Le premier, qui est un peu décapant et on n'a peut-être pas assez dit, c'est pas parce que vous faites 40 000 euros de travaux dans votre appartement qu'il prend 40 000 euros de valeur. Oui. Ça, va falloir le redire parce que de temps en temps, on a l'impression que c'est aussi mécanique que ça, ce qui n'est pas du tout le cas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi je suis très prudent, c'est une idée qui est lancée actuellement par le ministre, qui est de dire, bon ben, est-ce que comme on est un peu court pour les G, est-ce qu'on pourrait pas les passer en F et voir les travaux minimum, ça nous fait gagner 3 ans, et puis on verra plus tard. Sincèrement, nous on gère 800 000 logements en tant qu'administrateur de biens, le réseau ProCivis. Je me vois pas retourner devant les copropriétaires tous les 2 ans ou 3 ans pour leur demander de mettre 20, 30 ou un peu plus pour remonter d'une étiquette énergétique ou deux. Donc je pense que c'est pas une bonne formule. Je préférerais qu'on détende un peu les choses à une condition, c'est qu'on est quand même, notamment dans la copropriété où c'est un sujet plus compliqué, des choses qui soient engagées, c'est-à-dire des audits énergétiques qui soient faits, des analyses qui soient lancées, et peut-être qu'on est dans une espèce de file d'attente de travaux, qu'on n'est pas tout à fait dans le calendrier, mais en tout cas que le coup est parti, si vous me permettez de le dire comme ça. Et puis, il manque quelque chose en fin de compte, c'est-à-dire que sur le secteur de la rénovation énergétique et des travaux, il y a une offre financière qui n'est pas satisfaisante aujourd'hui. Il y a des offres publiques. Il y a des aides publiques pour les populations les plus fragiles, les plus modestes, globalement plafond de ressources de l'ANA, fixé par l'ANA, mais dans tous les cas, vous l'avez dit, il y a un reste à charge, et puis il y a les populations qui sont un peu au-dessus des plafonds ANA, qui n'ont pas trop le droit aux subventions, du coup, ou en tout cas dans des proportions moindres, et qui se retrouvent avec des restes à charge plus importants. Et le financement du reste à charge, c'est quelque chose qui manque. Donc, dans le cas du CNR, dont les restitutions avaient eu lieu début juin, il y a eu des propositions de fait. Je vous invite à lire la proposition 13 du groupe de travail 3, qui est la création d'un outil de financement de la rénovation énergétique pour les particuliers, avec un outil de place plutôt qu'une offre bancaire concurrentielle où chacun va y aller de son offre et après chaque copropriétaire devra aller voir son propre conseiller financier dans sa banque. Ça, on n'y croit pas une seconde parce que si ça devait marcher, ça aurait déjà marché parce que c'est possible aujourd'hui. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut arriver à ça? On est quelques-uns à porter un projet qui s'appelle la Banque de la rénovation énergétique, mais si on n'a pas une réponse financière facile, souple, lisible, immédiate, quand on est syndic, qu'on sort de sa copropriété, de son vote de travaux, et qu'on dit à chacun des copropriétaires, vous avez les moyens, vous faites votre affaire du financement ou c'est moi qui m'en occupe. Si vous faites votre affaire, on est d'accord, je vous lance l'appel de fonds demain matin, vous me payez votre code-part de travaux. Si c'est dans la deuxième catégorie, j'ai l'outil de financement de place, on va l'appeler comme ça pour l'instant, on n'y arrivera pas. Surtout qu'on est dans un système où la copropriété est aussi sur un mécanisme long. Je voudrais, si vous le permettez, Olivier, revenir sur un point. Bien sûr. Parce que depuis, je reviens une seconde sur ce qui se passe autour du prêt à taux zéro. Parce que quand nous on critique ce qui est en train de se passer sur le prêt à taux zéro, on nous agite tout un tas d'autres solutions. L'organisme de foncier solidaire couplé avec le bail réel solidaire, c'est-à-dire la dissociation foncier bâti et non bâti. Et on voit bien que ces mécaniques que l'on est tous en train d'explorer, sur les coups on est tous en train d'investiguer, ils vont répondre à une partie, mais ils vont jamais répondre à ce qui manque aujourd'hui dans la masse de ce qui manque. Donc ça va être des niches, ça va être des bouts de solutions, on les sous-estime pas, mais on ne peut pas aujourd'hui agiter en face de ce qui se passe, notamment sur le financement de l'accession sociale, tout un tas de dispositifs de cette nature qui sont très compliqués et qui ne sont absolument pas en plus dans la culture qui est la nôtre en matière d'accès à la propriété. Oui, et c'est ce que vous disiez, il n'y a pas de solution miracle déjà pour résoudre en tout cas cette crise du logement, il y a tout un tas de
solutions qu'il faudra aborder. Oui, il y a tout un tas de solutions. Je pense que la profession a besoin de se réorienter. Le fait d'être au RENT, c'est aussi de se dire que l'innovation doit nous accompagner sur plein de sujets, hein, sur le volet bâtiment, bien évidemment, sur le volet montage d'opérations aujourd'hui, sur lequel on est en train d'innover et de se casser la tête à des choses un petit peu différentes, sur l'aspect des services qui viennent être associés aujourd'hui à un logement. Donc tout ça est devant nous, c'est plutôt encourageant et plutôt passionnant, même si la période est un peu rude. Et puis ce qui nous rassure aussi quand même, enfin là il va falloir, c'est pour ça qu'on reste malgré tout optimiste hein, dans le contexte actuel, c'est que le besoin est là. Oui. C'est-à-dire le besoin de logement, il est là. Donc à un moment donné, la politique, c'est aussi de satisfaire les besoins de sa population. Enfin, moi, je l'ai appris comme ça. Et donc, il va falloir, voilà. Donc, il va falloir trouver les réponses. Conclusion, Jean-Daniel. Si on devait retenir en synthèse ce baromètre 2023. Écoutez un peu plus les Français. Et c'est à l'ensemble des acteurs du secteur, regardez aujourd'hui ce que sont leurs aspirations. Regardez que globalement, ce sont des aspirations qui n'apparaissent pas comme étant déraisonnables. Ils nourrissent le souhait d'avoir une bonne qualité de vie. Ils nourrissent le souhait de pouvoir vivre dans un environnement intérieur et extérieur qui serait plaisant. C'est le bon le sens. rêve de devenir propriétaire ou de pouvoir vivre dans un environnement global qui apparaît comme étant sain est aujourd'hui présent. Des Français qui ne disent pas « je ne veux pas faire d'efforts ». Des Français qui ne disent pas « tout doit m'être dû », mais qui disent globalement « aidez-nous et aidez-nous à avoir des perspectives et aidez-nous à pouvoir faire en sorte que l'on puisse avoir cette forme de double contribution à l'égard de la nécessaire amélioration de l'environnement ou la contribution, mais sans que cela ne remette en cause l'ensemble de l'équilibre. Nous sommes prêts collectivement à faire des choses, disent les Français, même les propriétaires bailleurs, mais il faut qu'il puisse y avoir une forme de règle du jeu qui apparaissent comme étant claires et également des aspects de perspective. Très bien. Une conclusion, Yannick Borde. D'abord, moi, je voudrais remercier Harris Harris Interactive de nous accompagner dans ce baromètre parce que tout à l'heure, je le disais en introduction, la data sur le logement, elle est très confuse, quoi. C'est-à-dire on n'est jamais d'accord sur le nombre de logements quand on en parle qui sont construits. Voilà. Donc, il faut arriver à documenter un petit peu plus le contexte, les ressentis. Et un offreur, c'est aussi quelqu'un qui essaye de comprendre ce qu'est la demande. Et à travers ce baromètre que l'on fait depuis 4 ans, c'est d'essayer d'affiner en permanence comment la demande évolue et comment nous, en fonction de ça, on doit faire évoluer nos pratiques et notre offre. Voilà, c'est vraiment dans ce domaine-là qu'on construit ce projet. Merci à tous les deux pour vos éclairages. On peut les applaudir. Jean-Daniel Lévy, Havas Interactive et Yannick Borde, président du réseau Procivis. Merci à tous.